Alors que mon fils se battait pour sa vie, ma mère s'inquiétait pour une fête d'anniversaire. Je suis Kira Carter, j'ai 35 ans, une mère célibataire vivant dans un petit appartement douillet à Portland, dans l'Oregon, où les rues détrempées par la pluie et les forêts de conifères me donnent un vrai sentiment de chez moi. Mes journées tournent autour de mon fils Noah, âgé de 12 ans, dont les yeux curieux et la passion pour la biologie marine me rappellent tant son père, James. Je suis photographe à temps partiel, capturant la beauté brute des familles et de la nature, et assistante administrative dans une école pour payer les factures. La vie n'a pas été facile depuis que James, un officier de la garde côtière, est mort lors d'une mission de sauvetage il y a 6 ans, me laissant élever Noah seul. J'ai appris à faire attention aux moindres sous, à trouver de la joie dans les petits instants, comme les éclats de rire de Noah quand on aperçoit des phoques sur la côte de l'Oregon. Mais rien ne m'avait préparé à l'appel qui allait tout changer. C'était un samedi matin frais, du genre où l'air sent le pain et les possibles. Noah a surgi dans notre petite cuisine, ses baskets défaites, tout excité à l'idée d'aller faire du vélo avec son ami Liam à Forest Park. « Maman, le père de Liam nous conduit jusqu'au sentier, je peux y aller ?» a-t-il demandé en enfournant déjà une tartine dans sa bouche. J'ai levé les yeux de mon café, souriant devant son enthousiasme. « Casque et téléphone ?» ai-je demandé, notre vérification habituelle de sécurité. Il a levé les yeux au ciel typique d'un préadolescent et a hoché la tête. « Je suis pas un bébé, maman. » J'ai ébouriffé ses cheveux sable, ignorant sa tentative de m'échapper en riant. « Fais-le pour moi. Sois rentré à 16h pour qu'on aille acheter ce qu'il faut pour ton projet de science, d'accord ?» Il a souri, promis et est parti en pédalant avec ses amis, me faisant un signe de la main pendant que je le regardais par la fenêtre. C'était le dernier moment de notre ancienne vie. À 11h précises, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. Une voix de femme, calme mais pressante, m'a demandé si j'étais la mère de Noah Carter. Mon cœur s'est arrêté lorsqu'elle m'a expliqué qu'une voiture avait quitté la route et foncé sur la piste cyclable, percutant Noah. Il était dans un état critique, en route pour l'hôpital général de Portland. Tout est devenu flou. Je ne me souviens pas d'avoir attrapé mes clés ni conduit. Seulement d'avoir couru à travers les portes automatiques de l'hôpital en haletant le nom de Noah à la réceptionniste. « Il est en salle d'opération », m'a-t-elle dit doucement. « Je vais appeler quelqu'un pour vous donner des nouvelles. » La coordinatrice chirurgicale m'a accueillie dans une pièce silencieuse. Son regard bienveillant m'a donné un peu de stabilité pendant qu'elle m'expliquait les blessures de Noah, un traumatisme crânien sévère, un fémur fracturé, des côtes cassées et des hémorragies internes. Le neurochirurgien tentait de réduire l'édème cérébral, mais les prochaines 24 heures seraient cruciales. « Est-ce qu'il va mourir ?» ai-je demandé, ma voix méconnaissable. Elle ne m'a pas bercé d'illusions. Il est jeune, et en bonne santé avant cela. C'est un atout. Mais la situation est grave. J'ai appelé mon père, Robert, à peine capable de parler à travers mes sanglots. Il m'a promis de venir immédiatement. Ensuite, je me suis assise dans la salle d'attente, entourée d'autres familles inquiètes. Mon monde s'était réduit à une seule pensée, Noah devait survivre. L'opération de Noah a duré 6 heures d'agonie. J'ai arpenté la salle d'attente, mes baskets couinant sur le linoléum, murmurant des prières désespérées à un univers que j'espérais à l'écoute. Chaque bip provenant d'un moniteur éloigné faisait bondir mon cœur, comme s'il pouvait annoncer des nouvelles de mon fils. Quand le chirurgien est enfin arrivé, son visage était grave mais ferme. « Nous avons arrêté l'hémorragie dans le cerveau de Noah », a-t-il dit. Mais il y a encore un important édème. Il est dans un coma artificiel pour permettre à son cerveau de guérir. Il m'a prévenu, je devais me préparer à voir des tubes, des bandages, et des machines en soins intensifs. Les prochaines 48 heures sont décisives, a-t-il ajouté. Nous faisons tout notre possible. Quand j'ai vu Noah, mes jambes ont failli céder. Mon garçon si vif, qui quelques heures plus tôt courait après les vagues et dessinait des poissons, était allongé, immobile. Sa tête bandée, un respirateur l'aidant à respirer. Son visage était enflé, couvert de bleu, méconnaissable. Je me suis effondrée sur la chaise à ses côtés, prenant doucement sa main en faisant attention à la perfusion. L'infirmière, Rachel, m'a encouragée à lui parler. « Il pourrait vous entendre, même maintenant », a-t-elle dit. Alors je l'ai fait, ma voix tremblante, lui parlant du camp de biologie marine qu'on avait prévu pour cet été, du jour où il s'était déguisé en plongeur pour Halloween, imitant son père. J'avais promis qu'on visiterait l'aquarium quand il se réveillerait. Je continuais à lui parler, craignant que le silence ne l'emporte loin de moi.
Mon père est arrivé ce soir-là, m'enveloppant dans une étreinte qui a libéré un torrent de larmes. Tu n'es pas seule, Ciara, a-t-il murmuré, la voix étranglée par l'émotion. Il est resté jusqu'à la tombée de la nuit. Mais ma mère, Linda, n'est pas venue. Elle est prise par un événement caritatif, a expliqué papa, d'un ton désolé. Elle prie pour Noah. J'ai hoché la tête, trop épuisée pour vraiment ressentir la blessure de son absence. Cette première nuit, j'ai refusé de quitter le chevet de Noah, recroquevillé sur le fauteuil inclinable avec une couverture de l'hôpital. Le personnel des soins intensifs est devenu mon soutien vital. Rachel m'a expliqué le jargon médical, m'a apporté du café et m'a doucement encouragé à manger. Je ne pouvais pas imaginer m'éloigner, terrifiée à l'idée que Noah se réveille effrayé ou que son état empire en mon absence. En grandissant à Seattle, j'ai vécu dans l'ombre des attentes de ma mère, Linda. Notre maison moderne, au bord de l'eau, était une vitrine de sa réussite en tant qu'agente immobilière, mais à l'intérieur, c'était une cocotte minute. Linda exigeait la perfection, des notes parfaites, des manières irréprochables, une apparence impeccable. Ma sœur cadette, Claire, était sa fierté. Une élève modèle, douée pour les débats, avec un charme bien rodé qui séduisait tout le monde. Je n'étais pas une mauvaise élève, de bonnes notes, dans l'équipe de foot, jamais de problème. Mais pour Linda, je n'étais jamais assez. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme Claire, était son refrain constant. Si Claire avait une excellente note, mon B était un échec. Si elle gagnait un trophée en débat, mon but décisif au foot passait inaperçu. Mon père, Robert, un ingénieur discret, tentait d'adoucir les critiques de Linda. Elle veut juste le meilleur pour toi, disait-il. Mais ces mots ne suffisaient pas à effacer la douleur. Au lycée, j'ai arrêté d'essayer de répondre à ces standards. J'ai trouvé ma propre voie. La photographie est devenue mon échappatoire, capturant des instants spontanés de la vie qui semblaient vrais, non mis en scène. Le bénévolat dans un refuge pour animaux m'apportait du réconfort, les queues qui remuaient et les ronronnements des chats ne me jugeaient pas. Ces passions ont forgé une identité que Linda ne pouvait pas atteindre, même si sa désapprobation ne m'a jamais quittée. Je portais ce poids, espérant toujours obtenir son approbation, sans jamais vraiment l'atteindre. À l'université, j'ai rencontré James, un cadet de la garde côtière, au sourire chaleureux et au cœur solide. Il me voyait telle que j'étais, non comme la fille imparfaite de Linda, mais comme Ciara, la femme qui aimait capturer les couchers de soleil et rire de ses propres jeux de mots nuls. Il valorisait mes photos, mes bizarreries, mes rêves. Pour la première fois, je me sentais réellement vue. Quand j'ai annoncé nos fiançailles à mes parents, à 22 ans, Linda est devenue furieuse. Un gars de la garde côtière ? Tu gâches ton avenir, a-t-elle lancé, rejetant d'un revers de main le service de James. J'ai continué malgré tout, l'épousant lors d'une petite cérémonie à Portland. Linda est venue, le sourire crispé, critiquant le lieu et ma robe toute simple. Papa m'a discrètement glissé un chèque en murmurant. Je suis fière de toi. Noah est né 1 an plus tard. Un parfait mélange de l'esprit aventurier de James et de mes yeux verts. Même Linda s'est un peu adoucie à son égard, même si ses suggestions sur son éducation m'agaçaient, trop d'écran, pas assez de structure. James a été déployé 2 fois, et j'ai dû compter sur mes parents pendant ces périodes. Mais le soutien de Linda s'accompagnait toujours de critiques sur ma façon d'être mère, mon travail à temps partiel de photographe, ma vie désordonnée. Puis, à 29 ans, mon monde s'est écroulé. 2 officiers à ma porte, un drapeau plié, et la nouvelle que James était mort lors d'une mission de sauvetage au large de la côte de l'Oregon. Noah, alors âgé de seulement 5 ans, ne comprenait pas pourquoi papa ne rentrait pas à la maison. Le chagrin m'a englouti, mais je devais rester forte pour mon fils. J'ai reconstruit une nouvelle vie dans un appartement plus petit, travaillé à plein temps et entretenu la mémoire de James. La réaction de Linda face à la mort de James a été de resserrer son emprise. Reviens vivre à Seattle, insistait-elle, comme si je n'étais pas capable d'élever Noah seule. Quand j'ai refusé, elle a trouvé d'autres moyens de me contrôler. Elle offrait à Noah des cadeaux somptueux que je ne pouvais pas me permettre, pour ensuite lui rappeler. Maman ne peut pas se les offrir, mais grand-mère, si. Elle planifiait des sorties qui entraient en conflit avec mon temps avec Noah, me faisant passer pour la méchante quand je m'y opposais. Pendant ce temps, la vie de Claire brillait, mariée à un cadre de la tech, élevant des jumeaux dans une maison élégante à Seattle. Les réunions de famille devenaient la scène de Linda pour comparer nos vies. Les garçons de Claire programment déjà des applis, disait-elle. Noah a-t-il encore du mal avec les fractions ? Malgré tout,
je maintenais la paix pour Noah. Il adorait ses cousins. Et parfois, quand Linda ne me critiquait pas, nous partagions de vrais moments de famille. Mon père restait mon soutien discret, appelant pour prendre des nouvelles ou glissant des petits mots d'encouragement. Noah et moi avions construit notre propre monde à Portland, randonnée à Forest Park, club de science où il s'extasiait sur la vie marine, et des projets pour un voyage à l'aquarium de Monterey Bay. Nous trouvions notre équilibre, guérissant petit à petit de la perte de James. Puis l'accident de Noah a tout bouleversé. Assise à l'hôpital, serrant sa main, je ne savais pas que l'épreuve la plus difficile ne viendrait pas des médecins, mais de ma propre mère. 3 jours après le début du coma de Noah, j'étais une épave, sans sommeil, ne mangeant presque pas, vivant au rythme de chaque bip des moniteurs. Les infirmières, surtout Rachel, étaient mes ancres, m'expliquant les examens, m'incitant à me reposer. Les parents de Liam ont déposé des vêtements, et mes collègues ont envoyé des repas que je n'arrivais pas à avaler. Les parents de James sont appelés depuis la Californie, prêts à venir, mais je leur ai demandé d'attendre des nouvelles plus claires. L'état de Noah restait stable avec de petits signes d'espoir, pression cérébrale contrôlée, niveau d'oxygène amélioré. Mais il ne s'était toujours pas réveillé. Le 3e après-midi, Rachel a insisté pour que je prenne une pause de 20 minutes pour me doucher. Je reste avec lui, m'a-t-elle promis. À contre-cœur, j'ai accepté, attrapant des vêtements propres. En sortant, mon téléphone a sonné. Linda. Après des jours de silence, j'ai ressenti une lueur d'espoir. Peut-être qu'elle avait enfin compris la gravité de la situation. Ciara, a-t-elle dit, la voix sèche, j'ai besoin que tu sois à Seattle demain à 14 h pour aider à l'anniversaire de Claire. Je suis restée figée, le couloir de l'hôpital vacillant autour de moi. Maman, Noah est dans un état critique. Je ne peux pas le quitter. Son ton s'est durci. Les médecins s'en occupent. Claire prépare cette fête depuis des mois. Si tu ne viens pas, j'arrête de financer les études de Noah. Mon fils se battait pour sa vie et elle me parlait d'une fête. La colère a remplacé la peur que Noah ne survive pas. Maman, je ne le quitte pas pour l'anniversaire de Claire. Sa voix est devenue glaciale. La loyauté familiale, c'est dans les deux sens, Ciara. Si tu ne viens pas, n'attends plus notre soutien. Quelque chose s'est brisé. 35 ans de contrôle, de critique, de conditions se sont cristallisés en un instant. Je choisis Noah, ai-je dit, la voix calme mais inébranlable. Adieu. J'ai raccroché, supprimé son numéro et suis retournée au chevet de Noah, une paix étrange m'envahissant malgré le chaos. Dans la chambre, je me suis assise à ses côtés, le poids de la rupture avec Linda mêlé à la peur constante pour mon fils. Rachel a remarqué mon air bouleversé. Tout va bien, a-t-elle demandé. Pas vraiment, ai-je admis. Mais je suis ici pour Noah. Les moniteurs émettaient des bips réguliers, rappel constant de son état fragile. Le doute s'est insinué quand j'ai repensé à la menace de Linda. Le fonds pour les études de Noah était un filet de sécurité que je ne pourrais pas remplacer facilement avec mon salaire. Est-ce que ma décision allait lui nuire à long terme? Mais alors, je me suis souvenu d'un moment, des années plus tôt. Noah, âgé de 7 ans, rentrant d'une journée avec Linda, me demandant. Maman, est-ce qu'on est pauvre? Grand-mère dit qu'on aurait une grande maison si tu avais épousé quelqu'un de plus riche. Ce souvenir m'a brûlé. Linda avait utilisé sa richesse pour faire douter Noah de notre vie, pour rabaisser le sacrifice de James. Je l'avais rassuré à l'époque, lui disant que notre amour et notre foyer suffisaient. Maintenant, en lui tenant la main, j'ai murmuré. J'ai bien fait, mon chéri. Je ne te laisserai pas. Plus tard, papa a appelé, hésitant. Linda m'a parlé de votre dispute. Elle dit que tu manques de respect. J'ai expliqué son ultimatum, la voix ferme malgré l'épuisement. Papa, Noah n'a pas ouvert les yeux depuis 3 jours, et elle s'inquiète pour la fête de Claire. Il a soupiré. Elle ne gère pas bien les crises, Ciara. Elle a peur. Ce n'est pas une excuse, ai-je répondu. Je t'aime, mais je ne peux plus continuer comme ça. Il a promis de venir me voir, mais j'ai senti la distance s'installer. Mon attention s'est recentrée entièrement sur Noah. Le lendemain matin, l'espoir a refait surface. La neurologue de Noah, Dr Nguyen, m'a annoncé que les derniers scanners montraient une réduction de l'édème cérébral, une avancée prudente. Nous allons diminuer sa sédation aujourd'hui, a-t-elle dit. C'est un marathon, pas un sprint. Je me suis accrochée à ces mots, observant Noah en quête du moindre signe d'éveil.
Puis mon téléphone a vibré, un message de Claire. Maman dit que tu ne viens pas à ma fête. Noah est malade, mais c'est juste quelques heures. Envoie au moins un cadeau. Je suis restée figée, stupéfaite. Juste malade? Mon fils était dans le coma et elle voulait un cadeau. D'autres messages ont suivi, de membres de la famille, tous centrés sur la fête. Aucun ne demandait de nouvelles de Noah. Leurs priorités m'ont blessée plus encore que la menace de Linda. Le soir, alors que j'aidais le kiné à mobiliser les jambes de Noah, un miracle s'est produit. Ses doigts ont bougé dans ma main. Rachel, tu as vu ça, ai-je soufflé. Elle a vérifié les moniteurs, confirmant une augmentation de l'activité cérébrale. Noah, c'est maman, ai-je murmuré. Ses paupières ont tremblé, puis se sont ouvertes brièvement floues, mais réelles. Des larmes ont coulé sur mon visage alors que la docteure Nguyen accourait pour confirmer, Noah sortait du coma. C'est progressif, a-t-elle averti. Mais l'espoir m'a submergée. La fête de Claire avait lieu à des kilomètres, à Seattle. Mais j'étais exactement là où je devais être. Choisir Noah plutôt que les drames familiaux, c'était comme me libérer de chaînes que je portais depuis toute une vie. La guérison de Noah a pris de l'élan. Le matin suivant, il restait éveillé plus longtemps, répondait à de simples commandes. La docteure Nguyen a retiré le respirateur, et sa voix rauque, réclamant de l'eau, a été le son le plus doux que j'ai jamais entendu. Il était faible, sa mémoire embrumée, mais il était de retour. Je l'aidais à boire une gorgée d'eau quand Linda et Claire ont soudainement fait irruption dans la chambre, sans prévenir. On essaie de te joindre, a dit Linda, le ton tranchant. L'anniversaire de Claire a été gâché à cause de toi. Les yeux de Noah allaient de l'une à l'autre, confus. J'ai posé la tasse, le cœur battant. J'ai éteint mon téléphone quand Noah s'est réveillé, ai-je dit calmement. Parlons. Dans le couloir, Linda a libéré sa colère. Ton absence nous a embarrassés. Tu aurais pu venir une heure. Claire a renchéri. On a dû reprogrammer le photographe parce que tu n'étais pas là pour le portrait de famille. Je les ai regardés, incrédules. Noah a failli mourir, et vous êtes fâchés à cause d'une photo? Ma voix est restée posée, alimentée par une nouvelle force. J'étais là quand Noah a ouvert les yeux. C'est là que je devais être. Linda a ricané. Les médecins n'avaient pas besoin que tu rôdes dans les parages. Je me suis avancée. Je suis sa mère. C'est moi qui décide de ce dont il a besoin. Vous pouvez le voir 5 minutes, une à la fois, et seulement si vous êtes bienveillante. Linda a tiqué, mais a accepté. Son masque de grand-mère s'est remis en place quand elle est entrée dans la chambre. Je l'ai observé attentivement, veillant à ce que la paix de Noah passe avant tout. Durant l'année suivante, la récupération de Noah est devenue notre univers. Il a abordé la kinésithérapie avec une détermination qui me rappelait James. Il a fait ses premiers pas avec un déambulateur, puis a maîtrisé de petites marches. Les pertes de mémoire et les maux de tête étaient des obstacles, mais son esprit brillait à nouveau. Il plaisantait avec son ami Liam, dessinait à nouveau des poissons. Mes collègues ont nettoyé notre appartement. Les parents de James sont restés plusieurs semaines, leur amour constituait une encre solide. J'ai repris des missions de photographie en freelance, couvrant des événements locaux pour reconstituer nos économies, après que Linda nous ait coupé de tout. Elle a mis ses menaces à exécution, nous retirant de son testament et de la fiducie familiale. Papa m'a appelé, désolé mais fidèle à elle. Je n'avais pas le choix, Ciara. Je lui ai répondu. Moi non plus, et je le pensais sincèrement. Claire a envoyé des cadeaux à Noah, des pas hésitants vers une réconciliation. Mais les visites de Linda étaient superficielles, ponctuées de piques sur mes choix. Je suis restée ferme, limitant leur accès pour protéger la guérison de Noah. Pour ses 13 ans, nous avons célébré dans notre petit appartement avec la famille de Liam, mes collègues, et un appel vidéo avec les parents de James. Papa est passé brièvement, ses cadeaux neutres, sa présence prudente. Plus tard, sur le balcon, Noah m'a demandé. Est-ce qu'on sera un jour proche de grand-mère à nouveau? J'ai marqué une pause, choisissant mes mots. Parfois, aimer quelqu'un, c'est aussi mettre des limites, mon chéri. La façon de faire de grand-mère blesse plus qu'elle n'aide. Il a hoché la tête, sage bien au-delà de son âge. Tu es restée avec moi, maman. C'est ça qui compte. Il avait raison. Choisir Noah, c'était briser un cycle de culpabilité et de contrôle qui avait défini ma vie. Nous avions perdu une sécurité financière, mais gagné quelque chose de plus précieux,
la liberté de vivre de manière authentique, entouré de gens qui étaient là sans rien attendre en retour. L'accident de Noah nous avait mis à l'épreuve, mais il nous avait aussi révélé notre force. Nous étions suffisants, tels que nous étions. Message de clôture. À tous ceux qui ont suivi ce chemin avec nous, merci. Vous avez vu nos peurs, notre combat et notre nouveau départ. Si notre histoire a éveillé quelque chose en vous, abonnez-vous et rejoignez-nous. Chaque défi que nous affrontons construit une famille plus forte, plus vraie. Continuez à vous battre pour ce qui compte. Et on se retrouve de l'autre côté.